talents que les entreprises se disputent. Aujourd'hui, sans aucun doute, la RSE est devenue un élément de différenciation, un levier d'attractivité et de rétention de ces talents qui ont donc de fortes attentes. Les entreprises en retour, eh bien, elles attendent que ces candidats ils aient des compétences, des connaissances, comme celles que Renault a pu acquérir. Et donc, on va parler de tout cela maintenant avec Heide Mathieu, la directrice du développement durable du groupe Igencia, et Olivier Orjas, le DRH du groupe AOST dans l'agroalimentaire. Bonjour à tous les deux. Merci Heide, merci Olivier. Alors le groupe Igencia, c'est 15 000 apprenants chaque année qui sont formés. Des formations initiales, des formations continues. Et votre conviction, eh bien, c'est que celles et ceux que vous formez aujourd'hui, c'est celles et ceux qui seront les acteurs de la transformation des entreprises et que donc il faut les y préparer, Heide, à cette transformation. Il faut leur donner des connaissances en la matière. Oui, effectivement. Je suis pas sûre, on entend. Allô ? Est-ce que je crois qu'il y a un petit bouton sur le petit bouton ? Là. Ah, oui. Donc là, ça devrait aller mieux. C'est parfait. Oui, bonjour à tous. Donc, oui, groupe Igencia Éducation, à peu près 15 000 apprenants par an, beaucoup d'étudiants, mais aussi beaucoup d'alternants, d'apprentis dans les entreprises, donc des jeunes qui sont, je dirais, en prise directe avec les réalités professionnelles tout de suite. Juste pour peut-être situer le groupe, deux mots, présent en France, à Paris, Lyon et Toulouse, effectivement 3 régions. Et puis des formations de niveau supérieur, bac à bac plus 5, on va dire sur les métiers support, les fonctions transverses de l'entreprise, mais aussi secteur immobilier, puis on va voir RH, gestion, finance. On a, nous aussi, une subdeco à l'intérieur du groupe, on forme au métier du numérique, etc., de la com et du journalisme. Donc voilà, toutes des sociologies de jeunes extrêmement différentes et aujourd'hui, un saut dans la RSE qui est assez récent. On n'a pas été pionnier, je dirais, dans ce domaine-là, puisque moi, ça fait à peu près 2 ans que j'occupe la fonction de direction développement durable pour le groupe. On n'a pas été pionnier, mais par contre, on y a sauté à pieds joints de façon très, très volontariste. Et puis, on s'est fixé un challenge tout de suite qui était de dire, nous, en tant qu'acteurs de l'éducation, l'impact majeur qu'on va avoir, et il est sociétal pour le coup, et c'est à travers notre cœur de métier, à travers l'acte même de formation. Et comme beaucoup d'autres institutions éducatives, on s'est dit on ne peut pas passer à côté. Mais on ne peut pas passer à côté. L'idée, ce n'était pas de dire on va s'inscrire, on va dire, dans l'air du temps et on va colorier en vert nos programmes. On s'est dit non, il faut absolument que nos jeunes, nos étudiants, nos apprentis, c'est eux qui sont effectivement les acteurs, les futurs managers, les collaborateurs, les futurs décideurs au sein de vos entreprises. Et puis, il faut les embarquer absolument. Alors, il y en a une partie d'entre eux qui sont, on va dire, majoritairement peut-être plus sensibles à ces sujets que les générations précédentes, mais ils ne sont pas homogènes, ces jeunes-là. Et on a décidé donc de se fixer un challenge et de dire, voilà, on a 3 ans pour former 100% de nos apprenants de la première année post-bac jusqu'à bac plus 5 pour leur permettre d'acquérir non seulement, bien sûr, des compétences, mais aussi des connaissances sur le sujet du développement durable, de la transition écologique, etc. Parce que l'idée, c'est bien que, plus encore que de nouveaux métiers qui seraient liés directement à la RSE en tant que telle, c'est tous les métiers existants dans lesquels il faut infuser en fait ces notions liées aux enjeux RSE. Alors oui, effectivement, ça a été dit tout à l'heure. On est sur un sujet qui est un sujet vraiment de conduite du changement. On est sur un sujet de transformation aujourd'hui des modèles économiques pour l'entreprise, de transformation des métiers. Et nous, notre conviction, c'était de dire il faut qu'effectivement ça infuse, et quel que soit le secteur d'activité dans lequel on va travailler, quel que soit le métier auquel on se prépare, pour lequel on se forme, il va y avoir un certain nombre de compétences métiers que l'on va devoir acquérir. Que l'on fasse de la finance, que l'on fasse du droit, que l'on fasse des ressources humaines, que l'on fasse du market ou du développement commercial, du numérique, etc. Donc concrètement, vous avez finalement développé cette notion de développement durable et de RSE dans 100% de vos programmes. Comment vous vous y êtes pris concrètement ? Vous êtes parti de quoi en fait pour mettre comme ça par petites touches sur 5 années
Alors, on a déjà eu une première année de travail préparatoire où on a beaucoup travaillé, ouvert un grand chantier d'ingénierie pédagogique avec les gens du terrain, hein, très clairement. Et on a aussi, bien sûr, respecté. Il y a un cahier des charges en fait, qui a été établi, je crois que c'était en juillet 2023, par le ministère de l'Enseignement supérieur, qui s'était lui-même inspiré d'un rapport de Jean Jouzel, qui était ex-membre du GIEC, que vous devez connaître. Et on s'est également beaucoup inspiré d'un rapport qui a été très très pertinent sur comment enseigner dans les sciences de gestion le développement durable et le mettre au cœur des programmes et des référentiels de compétences. Et c'était le fameux rapport qui a été fait par le Shift Project, donc le think tank de Jean Covici. Et voilà, on est parti de là et on s'est dit, voilà, sur les 3 premières années jusqu'au bachelor, donc on part du post-bac au bachelor. Normalement, je crois qu'on a une petite slide pour montrer juste je crois qu'il y avait, les 2 cycles. Voilà, voilà, donc on a un premier cycle qui est un socle de base sur les 3 premières années. Absolument. Il y a un onboarding en fait de tous les plus jeunes qui arrivent chez nous après le bac en première année d'études. Et bien, quel que soit le programme, le métier, la filière de formation choisie, on leur fait un petit onboarding d'une demi-journée. Et ensuite, on intègre sur les 2 premières années un module obligatoire qu'on a rajouté dans tous nos programmes et déjà qui permet de comprendre. C'est-à-dire qu'on n'aborde pas la RSE tout de suite, on aborde la question du développement durable, de la transition environnementale, transition sociétale, pour comprendre effectivement qu'est-ce qui est en jeu et développer chez eux une compréhension un peu systémique de tout ce qui se joue aujourd'hui, parce qu'on considère que travailler de la compétence métier, si on n'a pas le socle de connaissances de base, ça n'est pas aussi efficace. Donc on essaye de les embarquer à travers aussi une pédagogie qui est une pédagogie assez immersive et active. On les met en mode projet. Il faut que ce soit un peu expérientiel pour que ça fonctionne, sinon on risque de les perdre. Donc l'année 1, c'est vraiment la connaissance de base et compréhension des enjeux pour la planète, pour le coup. En année 2, on va recentrer vraiment ce module de cours obligatoire sur les enjeux pour l'organisation. Donc, c'est quoi la RSE ? On évoque aussi toute la dimension plus sociale, sociétale. C'est quoi l'économie circulaire ? Il faut faire venir Renaud pour témoigner devant vos étudiants. Alors, on a des speakers, effectivement, qui sont bien sûr tout à fait bienvenus. Et puis l'idée, c'est ce que j'essaye de pousser aujourd'hui, c'est qu'en 3e année, on va les mettre vraiment en mode projet et on va leur dire, voilà, vous avez aussi un rôle à jouer pour créer du lien social et on va vous faire travailler sur des projets à plus-value sociale, sociétale, environnementale, en lien avec des acteurs de votre territoire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de bâtir pour faire en sorte que tous nos apprenants, quel que soit, encore une fois, l'école, la filière, eh bien, ils puissent travailler en mode projet sur cette 3e année. Et après, l'idée, c'est que métier par métier, pour le coup, c'est ce qu'on voit dans le 2e cycle. Voilà. Comment est-ce que ça va se traduire dans leur fonction, leur métier, soit dans l'immobilier, soit dans la finance, ce que vous nous disiez tout à l'heure, si on peut voir le 2e... voilà. Ouais, donc l'idée, effectivement, c'est là. Dans ma propre sphère professionnelle, comment ça va se traduire ? Voilà, comment ça va se traduire ? Et là, on va attaquer davantage les compétences métiers. C'est-à-dire que là, on ouvre un gros chantier qui démarre aujourd'hui, parce que c'est des choses qui se font sur du temps long. On ouvre un gros chantier où on va passer en revue l'ensemble de nos programmes, l'ensemble de nos référentiels et regarder compétence par compétence comment, effectivement, les enjeux de durabilité vont venir interférer et s'inscrire dans les programmes. Olivier, donc vous êtes le DRH, donc agroalimentaire, groupe AOST. Est-ce que ces compétences dont que les apprenants sont en train d'acquérir, est-ce que c'est des compétences que vous recherchez en effet dorénavant chez les candidats et peut-être d'ailleurs pas seulement chez les candidats qui postuleraient sur des postes directement liés à la RSE ? Est-ce que vous regardez ça et puis eux, comment est-ce qu'ils vous challengent ? Bonjour à toutes et à tous. Peut-être juste 2 mots d'introduction pour expliquer et donner ma réponse. Donc, groupe AOST, c'est Justin Bridou, Cochonou, AOST. C'est 1500 collaborateurs. C'est un groupe agroalimentaire de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le secteur de la salaison charcuterie. C'est très salé, c'est très gras, c'est très gourmand. Il y a eu une transition très importante pour nous qui a été un phénomène accélérateur, c'est le Covid. Des choses émergées chez nos consommateurs. Donc les consommateurs, c'est vous, nos clients, c'est les grands distributeurs.
Des choses émergées chez les consommateurs avant le Covid, des sensibilités de marché, mais on peut dire encore marginales, des courants, veggie, vegan, etc. Mais quand on se met à l'échelle planétaire, ce sont encore des courants de consommation relativement marginaux. Par contre, le Covid à Host est dans la chaîne alimentaire. Il faut rester, il faut travailler, il faut maintenir l'activité. Et avec nos clients, cette fois, les grands distributeurs, il y a eu vraiment un accélérateur, une prise de conscience de la nécessité de se pencher de manière très sérieuse sur le sujet. Et donc en 2021, on lance Agir comme acteur gourmand, innovant et responsable. Agir, acteur gourmand, innovant et responsable. Exactement. Donc la notion d'acteur, on prend notre destin en main. Renaud disait, on peut tous demander, et on a une responsabilité individuelle derrière ça, parce qu'on est tous consommateurs, mais en même temps, on a, en tant qu'industriel, la capacité à influencer. Donc gourmand, parce qu'il y a une dimension qui est notre core business, qui consiste à pouvoir quand même se faire plaisir, et innovant et responsable pour la démarche durable et éco-responsable. Et donc, à partir de 21, on lance un programme qui est basé sur 6 piliers, avec 3 fois 0% et 3 fois 100%. Donc zéro carbone, une empreinte effacée à horizon 2040. Zéro ingrédient superflu, qui est la qualité organoleptique de nos aliments, à horizon 2030. Zéro rejet, à horizon aussi 2030. Donc ça, c'est les 3 fois 0%. C'est les 3 fois 0%. Zéro rejet, zéro carbone, zéro ingrédient superflu. Exactement, avec des horizons datés. Des horizons datés, et humblement avec un horizon 40, qui est parce qu'on n'a pas les réponses à tout, et qu'il faut qu'on se donne un peu de temps. On parlait du temps long tout à l'heure, ouais. Et ça c'est évident. Et les 100%, donc c'est 100% emballage recyclé, 100% territoire, celui-ci j'y tiens énormément, c'est mon périmètre. Et le 100%, pardon, j'ai dit 100% recyclé, 100% territoire et 100% bien-être animal. Le 100% bien-être animal est quelque chose qui relève de l'éthique et qui est excessivement important dans notre domaine, puisque 70% de l'empreinte carbone d'Aoste est dans la filière d'élevage. Aoste n'est pas un industriel intégré, donc nous nous reposons sur nos éleveurs pour 70% de la responsabilité de nos émissions de gaz à effet de serre. Et alors, est-ce que ces engagements, donc très forts, ils participent de l'attractivité que vous palpez auprès des candidats qui postulent chez le groupe Aoste? Alors, au-delà de toute la conviction qu'on met là-dedans, effectivement, on est fortement sollicité, et on voit arriver de plus en plus, et c'est heureux, des candidats qui, j'ai en tête un exemple avec une juriste récemment, mais qui non seulement essayent de contribuer de par leur métier, mais nous demandent s'ils peuvent, en dehors de leur scope professionnel, contribuer à l'effort de l'entreprise. J'ai en tête une juriste pour un poste européen qui, et on a dû d'ailleurs un moment s'aligner dans la discussion parce que je ne comprenais pas tellement ses attentes. Elle me disait, je pense que je vais être impliqué dans tout un tas de sujets, bien entendu, puisque tout ce que je vous explique là se met en place aussi à grand renfort de textes, de législation, etc. Et il faut des juristes pour ça. Mais sa vraie attente à elle, c'était de pouvoir s'impliquer sur d'autres secteurs de l'activité et pouvoir contribuer à quelque chose. Au-delà de son propre métier de juriste, au sein du groupe Aoste, comment est-ce que je vais pouvoir participer de la stratégie RSE du groupe dans son ensemble, exactement, dans sa globalité? Et elle en faisait un critère de sélection, puisqu'elle avait la chance d'avoir plusieurs dossiers ouverts, et elle en faisait vraiment un critère de sélection. Mais du coup, moi, ma question, c'est... Bon, alors vous aviez peut-être la capacité de lui répondre oui, bien sûr, mademoiselle ou madame, vous allez pouvoir, mais Heide, je me retourne vers vous, parce que le risque à donner beaucoup de connaissances, de compréhension de ces enjeux aux futurs leaders de demain, c'est que si les entreprises ne répondent pas à ces attentes, il y a une frustration qui va naître. C'est-à-dire qu'à l'école, ils entendent qu'ils vont être les acteurs. S'ils arrivent ailleurs que chez Aoste et qu'ils ne peuvent pas vraiment être acteurs, ça se passe comment du coup, ça ? Alors c'est effectivement un décalage qu'il faut qu'on prenne... Surtout que vous avez des alternants, vous nous avez dit. Donc oui, on a beaucoup d'alternants, effectivement. On a beaucoup d'alternants et par contre, une grande majorité de nos intervenants sont aussi des gens qui viennent de l'entreprise. Donc ça, c'est important et qui sont donc vraiment en phase et en lien avec les réalités aujourd'hui. Je pense qu'on les forme, mais pour autant, il faut, entre guillemets, leur apprendre aussi la patience. On parlait tout à l'heure de leadership. Je crois qu'aujourd'hui, on doit s'engager dans une nouvelle forme de leadership. C'est travailler ces nouvelles formes de leadership avec eux, mais aussi travailler le temps long
et leur expliquer que quelle que soit demain leur place dans l'organisation, ils ont une capacité d'influence, même s'ils ne sont pas tout de suite, bien entendu, en position de prendre des décisions, de manager, de diriger. Eh bien, il faut qu'ils acceptent parfois certaines inerties, accepter de prendre du temps et accepter de travailler sa capacité d'influence en interne. Il peut y avoir en effet un peu deux vitesses, et deux vitesses même au sein de l'entreprise, entre peut-être la jeune génération qui arrive, qui est très demandeuse, qui est connaisseuse, qui a beaucoup d'attentes, et puis la génération des collaborateurs qui sont déjà là depuis longtemps, qui sont peut-être eux un peu moins au fait, ou en tout cas en demande. Et ça se passe comment cette collaboration? Alors, au-delà de l'impact que peut savoir sur nos marchés, nos clients et nos consommateurs, c'est un outil de fédération de cohésion en interne qui est colossal. Il y a une notion, effectivement, pour certains d'obsolescence des compétences et pour d'autres de nouvelles compétences. Et tout ce qu'on essaye de faire, c'est d'en faire autant un outil de management et d'engagement interne qu'un outil de développement et de durabilité de nos activités. Je dirais que là encore, à prendre nos responsabilités, c'est pas du greenwashing. Il faut que concrètement, quand vous affichez un programme Agir, il faut que ça corresponde à des choses concrètes à mettre en place. C'est de l'énergie, mais avec une dynamique collective, on arrive à faire des choses qui donnent du sens. Si je prends l'exemple de ce sur quoi on peut contribuer quand on est jeune juriste et qu'on arrive dans la Host en dehors de son périmètre de responsabilité. Concrètement, qu'est-ce qu'elle peut faire de plus dans la dynamique 100% territoire, par exemple, on a la vocation à essayer de développer en présence sur nos territoires les organismes de formation, les écoles, etc. Donc on peut très bien demander à chaque collaborateur d'être partie prenante de ça, de faire des interventions dans les écoles, de porter la bonne parole. On peut demander à nos collaborateurs de manière assez volontaire de participer à des actions qui peuvent être des paniers solidaires pour les étudiants, etc. Bref, il y a une somme de choses selon les affinités, le temps disponible et je dirais les initiatives de l'entreprise qui permettent de fédérer. Au final, ça devient vraiment un moteur de... Moi, j'étais surpris, je prends un exemple. Vous avez tout un tas de normes, on n'est encore pas dans une activité normative, mais quand vous êtes certifié, par exemple, en amélioration continue, ou quand il y a une partie qui est dédiée à l'économie d'énergie. Si vous saviez le temps qu'il faut pour une entreprise comme un Host pour se certifier sur l'économie d'énergie, la 50001, en 6 mois, c'est fait. Alors que ça a pris des mois, voire des années, pour se certifier sur d'autres types d'activités. On voit bien qu'il y a des sujets qui sont plus porteurs que d'autres et dont les gens s'emparent, mais c'est une question de sensibilité. On parlait d'éducation. Je pense que, bien sûr, que le niveau scolaire est important et l'impact scolaire va se traduire dans le futur. En tant que parents, on a cette responsabilité-là. Horizon 1, horizon 2, horizon 3, tout à l'heure on en parlait, mais on a tous 3 horizons. On a les enfants, on a les petits-enfants. Et donc je pense qu'il faut qu'on arrive à bosser au plus jeune âge avec ça. Et en parlant d'horizon, d'ailleurs, pour tenir aussi vos engagements, et vous nous l'avez dit, vous avez des engagements qui sont chiffrés et qui sont timés. Et ça, c'est important pour être vraiment engagé, d'autant que vous êtes une entreprise, en effet, de l'agroalimentaire. C'est un secteur qui est très surveillé, très observé, très parfois critiqué. Mais vous avez pris le parti, finalement, de travailler avec ces ONG qui parfois sont sévères, ou en tout cas attentives, et ça participe d'éviter le greenwashing. C'est une volonté assumée. Alors nous, on est stressés de l'horizon. On est en plein dedans, là. À la fin du mois de février, les négociations nationales sont terminées, donc on sait globalement à peu près comment l'année 25 va se passer. Le fait d'avoir un horizon 2 et 3 est un élément déstressant pour les gens. C'est-à-dire que quand vous êtes employé d'une société qui réfléchit à un horizon un peu différent de celui du trimestre ou des 6 mois, même si ça ne donne pas de garantie à tout le monde, ça permet aussi d'avoir une certaine sérénité sur le fait que les dirigeants de cette entreprise se soucient de la durabilité de votre job, de ce que l'on fait. Ensuite, sur la partie, vous pouvez reposer les questions parce que je l'ai mangé. Le fait d'être en fait dans un partenariat avec les ONG, les associations qui notamment surveillent, tout ça c'est important. Il faut pouvoir, on en a fait des alliés en fait. Il y a deux solutions.
vous êtes Justin Bridoux-Cochonou, vous êtes très visible, très médiatique, vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous n'avez pas le droit d'un claim qui soit pas, dont vous n'êtes pas certain de le couvrir. Et pour cela, je dirais presque heureusement, il y a des ONG qui effectivement vous regardent, vous challenge, mesurent ce que vous faites. On a défini dans la stratégie 3 types d'ONG. Celles qui ont fait vœu d'incivilité, et celles-ci on les combat. On les assèche financièrement, etc. Bref, on les combat. Par contre, les 2 autres types d'ONG, que sont les ONG associatives ou celles qui ont fait le choix de s'associer à des entreprises privées pour développer aussi leur parcours, celles-ci, on a décidé de s'associer. Celles-ci, c'est des partenaires. Et c'est devenu des ambassadeurs. Là encore, je pense qu'il y a moyen de trouver un terrain d'entente au-delà des ambitions des uns et des autres autour de ce qui est notre futur et notre avenir. Ça aussi, c'est quelque chose, quand on explique ça à des candidats, ça contribue à dédiaboliser le secteur industriel, de dédiaboliser toute la chaîne alimentaire. Et c'est un facteur d'attractivité et de rétention pour nos personnels. On le voit avec l'agroalimentaire, parce que c'est vraiment une chaîne de valeur qui est très étendue, mais à quel point, et peut-être pour conclure avec vous, Heide, c'est vraiment une vision systémique qu'il faut avoir à 360 degrés, en fait, de ces enjeux-là. Oui, absolument. Il faut vraiment avoir une compréhension globale de tout ça. Et pour cette compréhension globale aujourd'hui, et là si on revient sur la partie plus éducative, on considère aujourd'hui que, au même titre qu'on a tous un niveau de culture générale de base en maths, en français, en histoire géo, tout apprenant aujourd'hui, tout jeune, doit avoir des connaissances de base sur la compréhension de ce qui est en train de se passer. Quand on parle des limites planétaires, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de durabilité, d'une économie soutenable, respectueuse effectivement de la planète, des ressources, etc. Et ça commence par là, effectivement. Et par contre, je trouve assez rassurant de voir quand même que beaucoup d'entreprises, on parlait des entreprises familiales ce matin, mais quand même beaucoup de grands groupes qui se sont vraiment emparés de ces sujets-là de façon extrêmement volontariste. Autant de terrain de jeu pour les futurs apprenants que nous allons mettre sur le marché. Sur le marché. Un grand merci à tous les deux. Merci Heide, merci Olivier. Chose promise, petite pause. On se retrouve à 11h, c'est ça, 11h, pour continuer ces échanges.